Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation de Paris Tour 2024. On va revenir sur le palmarès de cette épreuve, sur le parcours, la météo qui va pas être facile pour les concurrents. Puis on parlera de mes favoris et du programme télé. On regardera également à la liste de départ. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui sont vos favoris, vos 3 favoris, votre grosse cote pour cette épreuve. Quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et puis, plusieurs moyens pour me soutenir. Soit vous cliquez rapidement sur les miniatures, sur les notifications après la mise en ligne des vidéos, et comme ça permet de la mettre plus en avant par YouTube. Autre solution, eh bien, pardon, je m'étouffe, vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui le font. Il est 21h20, voilà, il est tard du côté de cette vidéo. Vous voyez que j'enregistre la première partie après la deuxième partie. Pourquoi la vidéo arrive aussi tardivement? Parce qu'en fait, je voulais la faire vendredi, cette vidéo. C'était prévu que je la fasse vendredi. Mais la liste de départ était composée, allez, d'une quarantaine de noms de coureurs. Beaucoup d'équipes n'étaient pas au complet. Donc j'ai attendu vendredi. J'ai attendu jusqu'à 20h. Pendant que j'ai enregistré l'accro-ray, j'attendais encore. Bon, ça n'est pas venu. La liste de départ est arrivée, on va dire, à 11h midi. Sauf qu'aujourd'hui, je faisais d'autres choses. Voilà, j'avais d'autres. Voilà, je devais faire d'autres trucs. Donc, j'ai pas pu faire la vidéo samedi. Enfin, samedi dans la journée. Donc, j'ai pas pu vous la mettre samedi à un horaire intéressant. Donc, voilà, elle n'arrive que ce dimanche, 7h. Mais je m'en excuse, voilà, c'est KSO a mis beaucoup de temps avant la liste de départ. C'est vrai que l'année dernière, c'était pas aussi compliqué parce qu'il y avait Paris-Bourges. Donc en fait, on se basait sur la liste de départ de Paris-Bourges. On avait quelques modifications, mais c'était quasiment la liste de départ de Paris-Bourges qui faisait Paris-Tour, à part quelques équipes qui se rajoutaient d'une course à l'autre ou qui s'enlevaient d'une course à une autre. Là, désormais, il n'y a plus Paris-Bourges, donc ça change aussi beaucoup pour Paris-Tour, parce que c'est la seule course française à ce moment-là de l'année. L'avant-dernière course, je dirais, c'était Paris-Chauny. Paris-Chauny, ça fait presque 2 semaines, ou bien 10 jours que ça a eu lieu. Donc forcément, ça change la donne pour Paris Tour qui se retrouve un peu esselé dans le calendrier. Et ça sera pas mieux l'année prochaine parce que Paris-Bourges, encore une fois, doit devenir une course amateur. Bon, dernier grand rendez-vous pour les spécialistes des classiques flandriennes. Des classiques flandriennes et des sprinteurs. Des rouleurs aussi. C'est le dernier grand rendez-vous. Parce que la semaine prochaine, ça sera Tour de Lombardie. C'est des courses qui ne vont pas... Enfin, les semi-classiques italiennes, c'est des courses pour puncher. Les courses au Japon sont pas non plus des courses extrêmement plates. Souvent, c'est des courses un petit peu fofolles en termes de manière de fonctionner. Donc, beaucoup de coureurs seront en vacances ce soir. Alors après, Paris Tour, Tayo. Alors, certains vont faire le chrono des nations, mais la plupart seront au repos, même les coureurs français. Donc, il y a une petite odeur de vacances et pourtant, ça reste une course très compliquée avec les chemins de vigne depuis 2018 qui, je trouve, ont vraiment changé la donne sur cette épreuve parce que, je le disais, mais la version précédente a été détruite par les oreillettes. C'était quasiment impossible les dernières années de surprendre le peloton et ça se courait toujours de la même manière. C'est-à-dire que, grosso modo, il fallait regarder que les 25-30 dernières minutes et encore... voilà, vous tapiez un résumé de la course et vous aviez tout vu. Ça se déroulait vraiment dans les faubourgs de Tours du côté de cette épreuve, voilà, dans les 15-20 derniers kilomètres où il y avait les quelques difficultés du parcours qui pouvaient parfois permettre à un puncher de sortir, mais il ne se passait pas grand chose pendant la journée. Ça a changé quand même énormément depuis les chemins de vigne et l'introduction des chemins de vigne depuis 2018, qui pour moi était une bonne chose. Sinon, il aurait fallu interdire les oreillettes. Ça aurait pu être également la deuxième solution. Première édition humide pour ce parcours. On avait eu quelques éditions où le temps était mitigé, où il y avait eu quelques gouttes de pluie.
Mais c'est la première année où les chemins de vigne vont être détrempés, ce qui va rendre la course beaucoup plus difficile. Ça va ressembler beaucoup plus à du cyclocross. Au final, ça va être beaucoup plus glissant, beaucoup plus technique. Ce qui fait que je pense que ça va être une course qui va se décanter dans le premier secteur, mais ensuite on pourra avoir pas mal de surprises. Mais ça, je vous en parlerai un petit peu plus tard du côté de la stratégie. Mais c'est vrai que c'est quand même une classique toujours particulière, hein, Paris Tour. On sent que c'est la fin de saison, c'est un peu comme le Tour de Lombardie. On sait très bien qu'il y a des coureurs qui sont cramés, qui ont déjà la tête aux vacances et qui ne joueront pas la gagne. Et puis parfois, vous avez des surprises avec certains coureurs qui vont réussir à s'en sortir, notamment le vainqueur de l'an dernier, Riley Sheehan, parce que des jeunes coureurs qui ont un peu moins couru et qui finissent très fort. Et Paris Tour peut être une course intéressante pour ce type de sportif qui a réussi à très bien programmer sa fin de saison. Allez, on regarde tout de suite la présentation du parcours. On regarde tout de suite le parcours de cette édition de Paris Tour, édition 2024, du côté de cette course. Allez, donc là je vous montre le parcours élite sur ProCycling-Stats. Vous voyez donc entre Chartres et Tours, 215 km. On passe notamment par Bonneval, pas très loin d'Amboise au moment des secteurs, des chemins, des chemins empierrés, des chemins de vigne. On passe pas très loin de Vendôme également du côté du Loir-et-Cher. Donc on commence en Eure-et-Loire, on va dans le Loir-et-Cher et puis on termine en Indre-et-Loire. Pour cette course, là c'est la version élite, donc 215 km. Pour essayer de voir un petit peu mieux cette fin de course, je vous ai mis le parcours des espoirs qui lui est sur 179 km. C'est le même parcours que les élites, sauf qu'on retire voilà, une 35 km à peu près. Donc c'est un peu plus facile pour voir les différentes côtes et les différentes difficultés du parcours. On commence avec la côte de Limeray. La côte de Limeray au kilomètre 111, c'est le premier chemin de vigne avec une bosse à l'intérieur. Alors il y a beaucoup de chemins de vigne, soit vous avez une bosse à l'intérieur, alors c'est quand même assez rare, il y en a 3 qui sont dans ce cas-là, mais souvent en fait il y a un chemin de vigne, soit il y a eu une bosse avant et ensuite le chemin de vigne, soit il y a un chemin de vigne et après la bosse. Ça arrive à de multiples reprises, c'est ce qui fait la difficulté de Paris Tour, c'est cet enchaînement chemin de vigne, bosse ou bosse chemin de vigne qui est assez compliqué à gérer. Bon, cette côte de Limeray, donc 1 km à 2,6 de moyenne. Donc cette difficulté de cette côte de Limeray, donc la côte de Limeray, on est à 67 km de l'arrivée précisément, et donc cette côte de Limeray, c'est 900 mètres de chemin empierré, voilà, si vous voulez, après la difficulté du parcours. On enchaîne ensuite à 61 km de l'arrivée avec le secteur numéro 9, le chemin de vigne de Possé-sur-6, je crois que ça doit se prononcer comme ça, voilà, Possé-sur-6, il fait 1 km 1, c'est un secteur tout plat, ce secteur de Possé-sur-6, ce n'est pas le secteur le plus long de la course. On enchaîne ensuite au niveau du parcours, donc là on passera à Amboise, hein, on sera à 59 km de l'arrivée. Et puis on attaque cette dernière partie de course, ces 50 derniers kilomètres qui vont réunir 8 chemins empierrés avec également pas mal de petites bosses dans ces derniers kilomètres. Ça commence avec... et après le chemin de Possé-sur-6, c'est presque là où on a le plus de temps de repos entre un chemin et entre deux chemins, parce qu'on a plus de 10 km de pause, qui est assez rare dans Paris Tour. On enchaînera avec la côte de Gogen et le chemin de pierre de la Grosse Pierre. Alors la côte de Gogen, on la retrouve sur le parcours, elle est donc juste avant ce chemin de la Grosse Pierre, c'est 600 mètres à 7,8% du côté de cette bosse.
Et donc juste derrière, vous avez, après cette côte de Goguen, eh bien, vous avez le chemin de Grosse-Pierre, 1,5 km. Donc c'est le deuxième chemin de pierre le plus long du parcours. Ensuite, on retrouve donc ce chemin de pierre qui se termine à 49 km de l'arrivée. On attaque le chemin de vigne du château de Valmey. Donc 4 km après, il y a 3 km en fait entre la fin du secteur précédent et ce secteur-là du château de Valmey. On sera à 46 km de l'arrivée. Secteur assez court, hein, ce chemin de Malvet, c'est un secteur de seulement 500 mètres. Et puis après ce secteur du château de Valmey, on enchaîne avec la côte du bois de Chancé. Cette côte du bois de Chancé qui est assez courte. Là on voit pas le pourcentage parce que c'était un petit peu problématique. Et donc après cette côte du bois de Chancé, juste après 500 mètres après, on attaque le chemin de vigne de Chancé à Reny, un chemin de vigne un petit peu plus long qui dure 900 mètres. Donc on va rappeler un petit peu l'enchaînement. Là, on a la côte de Goguen. Le sommet, juste après, on a la côte on a le chemin de la Grosse-Pierre. 4 km après, on a le chemin du château de Valmey. 3 km après, la côte du bois de Chancé. 500 mètres après le sommet de la côte de bois de Chancé, le chemin de vigne de Chancé à Reny. Et là, on va avoir de nouveau une phase de transition après ce chemin de vigne, parce qu'on va avoir de nouveau une dizaine de kilomètres sans difficulté. Et ensuite, ça sera un enchaînement très compliqué avec la côte de la vallée du Vaud, à 33 km 100 de l'arrivée, enchaîné de nouveau avec le chemin de vigne de Noisey. Chemin de vigne qui fait 600 mètres. À la fin de ce chemin de vigne, on va avoir, on va avoir seulement 2 km et ensuite on attaquera le chemin de vigne des Épinettes. Chemin de vigne qui est lui beaucoup plus long, hein, ce chemin de vigne des Épinettes, 1 km 2. Et à la fin de ce chemin de vigne des Épinettes, 1 km après, on attaque quasiment à la fin de ce secteur la côte de la Rochère. Côte de la Rochère, est-ce que j'ai c'est 400 mètres à 9,8%. Et au sommet de la côte de la Rochère, on attaque le chemin de vigne du Vernoux, chemin de vigne numéro 3, qui lui dure 900 mètres. Et ensuite, on aura une pause de 5 petits kilomètres à peine avant le sommet de la côte de la vallée Chartier, cette côte de la vallée Chartier qui n'est pas très longue, de toute façon toutes les côtes sont assez courtes, et qui s'enchaîne, cette côte de la vallée Chartier, 200 mètres après, avec le chemin de vigne du Peu-Morier, qui est le chemin de vigne numéro 2. Fin du chemin de vigne qui est le plus long de la course, hein, ce chemin de vigne du Peu-Morier, 1,6 km. Et ensuite, on va enchaîner à 17 km de l'arrivée avec la côte de Vouvray. Enchaîner cette côte de Vouvray 3 km après, 4 km après plutôt, 3 km 500, avec le chemin de vigne de Roche-Corbon, chemin de vigne qui dure 800 mètres. Et à la sortie du chemin de vigne de Roche-Corbon, allez, 2 km, 3 km après, la dernière côte de la journée, la côte de Roche-Corbon. Et puis ensuite, on rentrera dans Tours, on traversera la Loire, du côté de Tours pour passer notamment par Saint-Pierre-des-Corps. On connaît la gare, c'est la gare de Tours à Saint-Pierre-des-Corps. Puis ensuite on traversera donc la Loire pour entrer dans Tours et arriver dans les derniers mètres par l'avenue de Gramont. On rentre assez tardivement sur cette avenue, enfin avant on rentrait assez tardivement sur cette avenue de Gramont. Il y avait notamment un virage, une intersection où on prenait sur la droite et il restait 500 mètres, 600 mètres du côté de l'avenue de Gramont. Je pense que c'est la même chose encore. Mais là, pour tout vous dire sur les indications que j'ai de la course, je n'ai pas cette information-là parce que j'ai l'entrée dans Tours à 4 km de l'arrivée et ensuite l'avenue de Gramont, donc à 213,8 km. Voilà.
Je vais y arriver. Peut-être que sur le profil, sur la carte, non, j'ai pas plus d'informations sur la carte. Tiens, on va regarder la carte de l'épreuve. Alors, on va regarder déjà pour vous donner des indications la carte version grande. Donc, départ de Chartres. On passe voilà, pas très loin on contourne Châteaudun, on passe à Vendôme et puis à partir de Vendôme, voilà, assez vite on arrive dans les secteurs compliqués. Mais je voulais vous montrer le final. Voilà, là c'est la carte directement de ASO, donc des secteurs de chemin de vigne. Et vous voyez, hein, quand je vous disais que tout était extrêmement concentré, c'est qu'à part les deux premiers secteurs qui sont un petit peu à part, où on passe pas très loin d'Amboise. Enfin voilà, parce qu'on passe pas totalement dans Amboise. Ensuite, eh bien ça s'enchaîne hein, à partir de 50 km de l'arrivée jusqu'à 10 km de l'arrivée. C'est là où on aura la majorité des secteurs. 10 km de section gravel, de section boueuse même plutôt, sur cette compétition. Les conditions climatiques, première partie de course, on part de Chartres. Donc pour aller vers Vendôme, le temps sera assez mauvais. On va pas se mentir sur cette épreuve. Sur la première partie, ça va être nuageux, un risque de pluie qui est pas trop élevé encore à ce moment-là. On est toujours entre 40 et 50% de pluie, même parfois 35 sur Chartres. On est plutôt à 35% de pluie. Donc je dirais que ça c'est plutôt pas trop mal. Mais on aura un vent de face assez marqué, entre 25 et 35 km/h. Et ensuite, dans la dernière partie de course, dans les 70 derniers kilomètres, alors on aura le vent qui sera dans la même direction, donc qui est un vent qui vient du sud. La différence, c'est qu'on tourne un petit peu, donc ce vent sera plutôt de côté sur la fin de course, mais avec un vent qui sera toujours assez fort, parfois avec des rafales, on sera plutôt entre 30 et 40 km/h au niveau du vent qui sera de côté, et surtout dans ces 70 derniers kilomètres. J'ai regardé à 4 villes, dans 4 villes différentes, eh bien on n'échappera pas à la pluie, hein. Normalement on aura de la pluie. Et puis de toute manière, même si on n'a pas de pluie, même si aujourd'hui, enfin samedi, la journée était bonne, parce que j'enregistre, il est 21h17, nous sommes samedi, on sait très bien que ça n'a pas séché les secteurs. Je ne sais pas si vous avez vu des photos de vendredi et de jeudi des secteurs empierrés. Enfin des secteurs gravel, ces chemins de vigne, c'était extrêmement humide. Alors même si la voirie de Tours a tout tenté et les voiries des communes environnantes ont tout tenté pour tenter d'enlever la majorité des flaques d'eau, on sait très bien que le terrain est encore extrêmement humide vu la pluie qui est tombée sur les 2 dernières semaines. Allez, on regarde tout de suite le palmarès de cette épreuve. On regarde le palmarès de cette épreuve. Vainqueur l'an dernier, la surprise un petit peu générale, le stagiaire, Riley Sheehan, devant les Wysocki qui avait fait la Groupama qui avait été animatrice de la journée, et puis Tobias Halland Johannesson qui faisait une grande année, contrairement à 2024. En 2022 et 2021, vainqueur Arnaud Demar. 2020, c'était Casper Pedersen, Jelle Wallace et Søren Kragh Andersen. En 2018, le dernier vainqueur d'un Paris Tour, on va dire classique, c'était Matteo Trentin en 2017 qui s'est imposé à 2 reprises. Parmi les précédents vainqueurs, nous avons eu Philippe Gilbert avec son doublé en 2008 et 2009. Frédéric Guédon qui avait résisté avec Kurt Halle Arvesen, le Norvégien de la CSC, jusque dans le final. Bien entendu, l'échappée de Richard Virenque en 2001 avec Jackie Durand, notamment, et qui avait résisté face à Fréré et Zabel. Au final, c'est une classique que Fréré n'a remporté qu'à une seule reprise, malgré toutes ses qualités. Zabel, lui, il l'a remporté 2 fois. Ça a été une classique World Tour, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une course Pro Series, mais pendant quelques années, notamment lorsque Guédon s'est imposé, Philippe Gilbert également, la première fois, je ne sais plus si c'était le cas la deuxième fois, ça a été une classique World Tour, mais elle a été rétrogradée depuis. Première édition qui a eu lieu en 1896, vainqueur à l'époque Lucien Eugène Prévost face à Émile Ouzou et Lucien Bouvet. Voilà, du côté des différentes éditions de Paris Tour dans l'histoire. La liste de départ, alors je vous donne
la liste de départ réactualisée à 21h, quasiment 21h30, pour vous montrer un petit peu s'il y a eu des modifications de ce côté-là. Je vous la donne dans l'ordre des dossards, ce qui n'arrive pas si souvent que ça. Alors, chez Israël Première Tech, on aura bien entendu le vainqueur sortant Riley Sheehan avec Ackermann, Hofstetter au départ avec Jack Stewart. Du côté de la Groupama FDJ, Madouas, Lewis Aski, avec également Olivier Legac ou encore Clément Russo. Paul Penouet sera également de la partie, ça sera intéressant de voir ce qu'il peut faire. Chez Uno X, Kurt Nielsen avec Tobias Allan Johannesson au départ chez Alpecin, Jasper Philipsen avec Tibor Del Grosso qu'on a vu notamment au championnat du monde espoir, et Soren Kragh Andersen. Du côté de la Visma, Christophe Laporte avec Eduardo Affini, ou encore Mick Van Dijk du côté, ça sera peut-être même la dernière course de la Visma, chez la Visma pour Van Dijk. Du côté de la Lidl Trek, Mats Pedersen avec Edward Tuns au départ. Arkea viendra avec Arnaud Desmar ou encore Luca Mozzato. Du côté de la Lotto Destiny, Arnaud Delis avec également Arben Levins. Du côté de la Tudor, on vient avec Matteo Trentin, Alois Charin ou encore Alexander Camp avec Mayhofer aussi. Du côté de la UAE, Morgado, Michael Berg. Mais on voit bien qu'on n'est pas venu forcément avec la grosse structure, et puis les frères Oliveira. Du côté de la Décathlon, Oliver Nezen, Edvald Boasson-Hagen, ça doit être sa dernière course de sa carrière, à Edvald Boasson-Hagen. Et puis il y aura également Damien Touzé, je vérifie. Oui, c'est normalement sa dernière course, puisqu'il n'est pas prévu sur une autre épreuve. Lui qui n'a pas couru depuis Paris-Cheny, il a assez peu couru sur cette deuxième partie de saison, il a assez peu couru au final cette année, 43 jours de course, lui qui avait été recruté assez tardivement par la Décathlon AG2R. Voilà, le coureur norvégien sympathique, coureur norvégien, peut-être qu'il aura un rôle chez Uno X, je ne sais pas. Du côté de Intermarché, on vient avec Hugo Page et Adrien Petit, les Français. Mike Tennyson, Taco van der Horn sera également de la partie. Chez Cofidis, Milan Fretin avec Alexis Renard au départ et Pitalgart. La DSM vient avec Nils Sekov, Emile Lipins dans cette formation. Total Energy avec Anthony Turgis, le vainqueur des chemins de vigne sur le dernier Tour de France. Il sera au départ avec également Thomas Gachignard et Emilien Janière. Du côté d'Astana, Chesbol sera au départ avec Morkov. Ça doit être aussi la dernière course de Michael Morkov qui va se retirer à la fin de la saison. Voilà, lui il n'a pas couru depuis le Grand Prix de Montréal, donc ça fait quasiment un mois sans course, ça va pas être facile. La Carm Pharma qui vient avec Galvan, Pau Mikel au départ, ou encore Antonio Jesus Soto. La Q36 avec Yannick Stemmle, avec également Rory Tozant. Du côté de la Bingol, on vient avec Lucas Demester, ou encore Nathan Van de Pitt. Saint-Michel Mavic-Aubert 93 avec Alexandre Delette, ça doit être sa dernière course avant d'aller chez Total. Il y aura également Joris Delboff ou Jérémy Lecroc. Le Van Riesel vient avec Samuel Leroux, ou encore Jérémy Levaux. Et puis du côté de CIC, on vient avec Maël Guégan ou encore Clément Braz Afonso et Robin Plamondon. Et puis chez Nice Métropole, on vient avec le nouveau représentant de Malte, André Admis Sud, Jean-Louis Leny ou encore Jonathan Coinon. La stratégie pour cette épreuve, eh bien c'est simple. Je pense qu'on va avoir une échappée matinale, ça c'est clair et net. Par contre, cette échappée matinale va prendre un petit peu d'avance et je vois une course où on perd les équipiers rapidement. Je pense comme la course va être compliquée sur les chemins de vigne, je pense que les équipiers n'arriveront pas à s'en sortir et ça ne m'étonnerait pas qu'on ait une course où on soit esselé du côté des leaders et que ça devienne une course tactique. Très tactique où il ne faudra pas se rater au niveau des attaques. Il faudra voir aussi comment les réceptions au niveau des oreillettes vont se passer parce que les voitures seront extrêmement loin. Aussi dans certains secteurs, c'est un peu comme une course pavée. Donc ça va peut-être être compliqué. Les coureurs seront peut-être un petit peu livrés à eux-mêmes. Et là, il faudra être très doué. Ce qui fait que ça va être une course très tactique. Et c'est pour ça qu'on peut se dire,
Oui, on prend l'échappée matinale, c'est pas intéressant sur une course de 215 km. Sauf que là, on a vu les années précédentes déjà que c'est très compliqué de reprendre l'échappée matinale. Et là, encore plus cette année, même s'il y a des conditions météo avec du vent de face, ça sera pas forcément évident. Mais je me dis, avoir un petit temps d'avance, ça peut avoir un intérêt sur une épreuve comme celle-là. Du côté des favoris, j'ai pas mis forcément de grandes surprises. J'ai mis Arnaud Delis. Parce que pour moi, c'est un coureur qui était très bon sur le Trobro-Léon. Il avait été phénoménal vraiment sur les chemins de terre avec sa puissance. Et pourtant, il avait une course compliquée. Il avait eu 2 crevaisons, 3 crevaisons, je ne sais plus. Donc, il faudra faire très attention à lui. Riley Sheehan, le vainqueur de l'an dernier, qui a fait une grande séquence de classiques flandriennes. Alors même si sur la deuxième partie de saison ça a été un petit peu plus calme, il avait été très bon et forcément il a progressé. L'année dernière c'était qu'un stagiaire, là il est maintenant beaucoup plus performant. Malgré tout, du côté de Riley Sheehan, cette année, il sera attendu. Mats Pedersen, parce qu'en cas de sprint, bien entendu, c'est un coureur qui est très dangereux et c'est pas facile de lâcher Mats Pedersen. On l'a vu notamment au championnat du monde, ou sur un parcours qui pourtant n'était pas évident, où vous avez tout misé sur Skelmoseux. Il a été extrêmement solide. Et puis Krag Andersen. Je me méfie plus de Krag Andersen que de Philipsen. Il n'y a pas Van Der Poel. On sait que c'est un coureur qui est très puissant. C'est un coureur qui a déjà gagné Paris Tour. Donc dans des conditions climatiques un petit peu plus compliquées, ça peut être un coureur dangereux. Les coureurs à suivre, j'ai mis Valentin Madouas. Même si j'ai peur que dans le premier secteur, comme c'est un coureur qui ne sait pas très bien se placer, ça soit problématique pour lui. Samuel Leroux, mais en cas d'échappée, c'est un coureur qui est très résistant. Et ça serait une belle victoire pour Roubaix Lead Métropole, pour Van Rysel Roubaix Lead Métropole. J'ai mis également Affini, parce qu'il termine bien la saison, le coureur italien, et que Laporte sous la pluie, je ne suis pas totalement convaincu. Affini, ça peut être intéressant. Puis j'attends de voir ce que ça va donner. Milan Fretin, le Belge, qui a été très bon sur la Sparkassen Musterland Giro. Du côté du programme télé, départ fictif à 11h55. Eurosport 2, France 3, le direct à partir de 15h. On sera entre 80 et 75 km de l'arrivée, c'est-à-dire qu'on sera à moins de 15 km du premier secteur de chemin de vigne. Et une arrivée prévue entre 16h49 à 17h15. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao, ciao!